Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Pierrot Vélo où aujourd'hui on va débriefer un petit peu du Giro 2026. On est le 31 mai, c'est la dernière étape du Giro et j'ai préparé un petit tableau avec toutes les statistiques qui m'ont intéressé. Je vais vous montrer ça avec un petit classement des équipes sur un petit peu voilà comment elles étaient. Si elles se sont bien sorties, s'il y a eu des flops, s'il y a eu des tops, des surprises. On va parler un peu de tout ça. Alors ce classement, voilà, il est personnel. Hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, il y a une part de subjectivité hein, dans mon classement, évidemment, sur mon ressenti. J'ai pas pu voir toutes les étapes, évidemment, mais j'en ai vu quand même, j'en ai vu quand même pas mal. Et je vous le dirai, s'il y a des étapes que j'ai pas vues au cours de la vidéo. Je serai très transparent là-dessus. Donc vous prenez pas la mouche si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est pas grave. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient pas d'accord avec moi sur le Discord sur lequel je suis. Bon, on n'en a pas encore discuté ensemble, mais voilà, j'ai un avis différent sur certains trucs. Euh, bon voilà, je me bats pas avec eux, je me battrai pas avec vous. Mais par contre, je suis super intéressé de connaître votre avis, de ce que vous avez, vous, ressenti, quelles équipes vous mettez dans les tops, dans les flops. Donc on va démarrer, voilà, pour moi, la plus mauvaise performance, et on va arriver tout en haut avec la meilleure performance. Et je pense que là, pour le coup, la meilleure performance, on aura tous la même, enfin, je pense. Et on va commencer. Et on commence avec la 23e équipe de mon classement. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. C'est la team Picnic Postenel Raisin qui a pas fait grand-chose, hein. On va se le dire, c'est catastrophique. Je vais pas tirer sur l'ambulance, mais parce que l'équipe est en grande difficulté financière et sportive, hein, les deux. Ils ont essayé quelques trucs. Ils ont essayé quelques trucs. Le plus intéressant dans l'histoire, ça a été Naberman. Et pourtant, Dieu sait que Naberman, c'est pas un coureur très impressionnant qui a essayé quelques échappées. Il a essayé de montrer l'équipe. euh, mais c'est cataclysmique. Il n'y a personne pour le général. On s'y attendait. On s'y attendait. Il y a deux top 10 en tout, dont un en échappé avec Barguil, un top 10 de Van Nuden. Je crois que c'est une 10e place en plus sur un sprint. Enfin, c'est un peu triste cette équipe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis trop sévère? Il y a quelques échappées, mais c'est vraiment des échappées limite publicitaires et c'est un peu triste le sort de cette équipe. Le bilan comptable est terrible, le bilan sportif aussi. Voilà, c'est ma conclusion sur Team Picnic Post-NL. Une autre équipe fantomatique, la 22e de mon classement, c'est la Jayco Alula. Alors, un poil moins fantomatique parce que on a vu O'Connor faire un beau top 10 au Blockhouse en début de Giro. On s'est dit, ouais, ok, O'Connor, pourquoi pas pour le top 10, il en a déjà fait, mais voilà, il avait l'air plutôt en forme, il s'est complètement écroulé. On l'a pas revu en échappée d'ailleurs, hein, faire une spéciale O'Connor, donc un peu décevant. Après, c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de Andrea Vendrame et qui finit pas le Giro. Il arrête au tout début. Pareil, Engelhardt, c'est un coureur que j'aime beaucoup. Malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer. Derrière, ça se montre pas trop en échappée quand même. C'est une équipe que j'ai trouvée fantomatique alors qu'elle avait que ça à jouer, quoi, les échappées. Il y avait Ackermann quand même pour les sprints. Même s'il termine pas le Giro, il en a fait quelques-uns avec deux top 10. C'est très maigre. C'est très maigre ce qu'ils ont fait la Jayco Alula. Et c'est pas digne d'une équipe World Tour de faire un Giro comme ça. Je suis peut-être trop sévère, mais y a rien en fait. Y a pas grand-chose. Et c'est pas digne de cette équipe. Autre déception, là on est en bas du classement, hein. Ça va être des déceptions pendant encore quelques équipes. C'est la Alpecin Première Tech, pas de son fait parce qu'elle perd.
bah, quasiment son unique leader d'équipe très très vite, avec Caden Groves qui abandonne. Voilà, derrière, il y avait quand même de quoi faire avec Busato, avec Vergalito, pourquoi pas Plowright. Bah, Busato, Vergalito, c'est pas dingo ce qu'ils ont fait. Moi, je m'attendais quand même à pas mal de choses de ces deux Italiens, en plus sur leur tour national. Ils avaient de quoi s'amuser sur les échappées. On les a très très peu vus, hein. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à ce que Vergalito soit un peu meilleur en montagne aussi. Au vu de son classement général, on se rend compte que bon, il n'a pas essayé grand-chose, quoi. Après, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue le classement général vers Galito, mais, mais voilà, on voit qu'il a complètement lâché le truc, et qu'il n'a pas fait grand-chose. Derrière, Plowright, il a fait ce qu'il a pu avec l'absence de Groves, mais c'est un peu tristoun ce Giro de la part d'Alpecin. Mais voilà, c'est un peu moins de leur fait parce que vraiment leur leader a abandonné très très vite. Donc c'est un peu moins de leur fait. Et derrière, ils ont quand même essayé de se ressaisir. On peut noter aussi la petite performance de Johan Price-Peterson sur le chrono, où il fait un top 10. Mais derrière, voilà, c'est un peu triste, quoi. Et encore une équipe bah, un peu décevante, mais après, voilà, je vais me faire attraper par les fans hardcore de cette équipe. C'est la Groupama FDJ, quoi, que je pense que ces fans sont aussi déçus que moi. Bon, moi, je le dis, je suis pas un archi fan de l'équipe, je l'ai jamais été plus que ça. Je les avais mis plus bas au début, parce que j'ai commencé ce petit tableau de stats bah, il y a quelques jours. Je les avais mis plus bas, et puis après, il y a eu le sprint à Rome avec le podium de Paul Penouet. Donc voilà, je les ai remontés au-dessus de Alpecin, euh, parce qu'ils ont un podium quand même. On en est là. Et surtout, ils ont quand même plus essayé hein, dans les échappées. Donc, on a parlé un peu de Penouet. Il n'a pas été hyper constant dans ses sprints, mais voilà, ce podium sauve un petit peu son Giro. Euh, on peut noter la belle performance de Cavagna sur le chrono. Il fait une troisième place. J'ai cru un petit peu à Josh Kench pour un top 20, mais bon, il n'a pas réussi à tenir le coup. Euh, Derrière, quand même, Johan Jacobs, j'ai bien aimé ses performances, pas récompensé, mais c'est c'est pas terrible quoi la Groupama là. C'est un peu dur l'équipe en ce moment et pas que sur le Giro. Le bilan comptable, il est frêle. 4 top 10 dont un podium, c'est pas ce qu'on attend d'une World Tour sur un Giro quoi. Euh, Jouer les échappées publicitaires, c'est pas dingo. Le moment le plus intense qu'on a eu avec la Groupama, c'est quand ils en avaient trois dans l'échappée avec Kench, Jacob et il me semble que c'était Axel Luens. Euh, voilà, c'est le seul truc qu'on a eu et ça se termine par une sixième place de Josh Kench, quoi. Donc c'est pas terrible, terrible. Groupama alors qu'ils ont fini avec tout le monde. Donc bon, ça se vaut. Je me battrai pas, mais ça se vaut. Dommage pour Deli, dommage pour Menten avec ces histoires de bouse de vache sur cette course belge dont le nom m'échappe. Que Deli a remporté, hein, il me semble. Mais c'est dommage voilà, qu'ils aient pas pu s'exprimer sur ce Giro. J'en attendais un peu de Deli, j'attendais qu'il démarre sa saison. Voilà, au début du Giro, on voyait que Van den Velt était en forme. C'est dommage qu'il aille pas au bout parce qu'il y avait des trucs à faire sur les semaines qui venaient après son départ. Lorenzo Rota invisible. Ouais, invisible Lorenzo Rota. Euh, J'attendais beaucoup de Chimone Gualdi. Peut-être que j'en attendais trop. Pour moi, il fait un bon début de saison. Il a profité un peu de l'absence de Van Velt et Widar pour s'exprimer, claquer des petits top 10 par-ci par-là. Mais, euh, mais ouais, ce Giro, je le voyais bien y briller sur son tour national, avoir des libertés. Ouais, peut-être que j'en attendais trop de Gualdi. Mais c'est un coureur que j'aime bien, donc
Ouais, tant pis, j'ai envie de dire. Toonart, c'est la bonne surprise de cette équipe. Toonart qui fait 2 top 10 dont une deuxième place. Un top 10 sur la dernière étape en plus. Donc pas mal. On l'a vu en échappée aussi. Toonart, vraiment, bonne surprise pour son premier Tour d'Italie à plus de 30 ans. Franchement, c'est le petit plus de l'équipe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire hein, sur cette équipe qui, bilan comptable pas terrible, quoi. La Unibet Rose Rocket est pour moi la 18e, avec un peu plus de résultats, 6 top 10 et une troisième place, hein. La Unibet Rose Rocket qui fait son premier grand tour. Euh, bon, c'est un peu moyen. Est-ce que j'attendais plus je sais pas, c'était très orienté sprint, leur équipe. On le voit d'ailleurs, hein, leur classement général, ils trustent quasiment toutes les dernières places. Et il y a ce pauvre Woodpulse qui était un peu esselé en montagne, donc on les a pas tant vus que ça en échappée. Je les attendais beaucoup en échappée, peut-être un peu trop, mais maintenant que j'y pense, c'était pas possible en y réfléchissant parce que bah, ils peuvent pas s'échapper en montagne au vu de l'équipe qu'ils ont, à part avec Pulse, et ils peuvent pas s'échapper sur les étapes plates parce qu'ils ont un train pour Groenewegen, quoi. Donc on les a pas vus tant que ça, les Rockets. On les a vus un peu quand ils devaient tirer le peloton pour les amener au sprint. Voilà, les performances de Groenewegen qui sont moyennes. On pouvait s'attendre à plus. Bon, il n'y a pas de victoire, mais le plateau de sprinter était quand même un peu costaud. Enfin, comparé à Groenewegen, en tout cas, c'était costaud. Voilà. Derrière, Kubish, on ne le voit pas trop parce qu'il fait le train pour Groenewegen et il n'a pas trop sa carte. Niklas Larsson tape son top 10 sur le chrono, il me semble. Bon, voilà, en demi-teinte, je dirais, hein, pour la Unibet. Je suis pas Team Kaya Rural, mais il marque pas plus de points dans mon cœur comparé à la Kaja Rural. Donc, ouais, je suis pas déçu, mais je m'attendais à rien et il n'y a pas grand-chose en retour, quoi. Pour la Pinarello Q36.5, c'est la 17e place. Alors certes, ils n'ont pas de podium d'étape, ils n'ont pas de victoire, mais on les a vus. On les a vus à l'image de la Cruz, de Harper, de Mark Donovan, de Zukowski en échappée. Il y a 2 top 20 de, pour De La Cruz et Harper, hein, 14e pour De La Cruz, 17e pour Harper. Harper qui est un peu mal payé, qui a quand même pas mal essayé. Après, ils perdent quand même deux gros coureurs assez vite avec Matteo Moschetti qui est leur sprinter et Fabio Kristen qui est un bon puncher qui pour moi étaient les deux cartes un peu maîtresses de l'équipe. Même si j'attendais un Chris Harper faire un top 15, hein, il en est pas loin. Finalement, c'est David Delacruz qui le fait. Pour moi, objectif pas atteint parce que voilà, ça manque de résultats sur les étapes, mais pour moi, ça visait top 15 du Giro, donc bon, c'est là. Mark Donovan qui fait une performance plutôt correcte. Bon, pour Pinarello, sans Pidcock en tout cas, je m'attendais pas à beaucoup plus. En tout cas, au vu des abandons, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est en demi-teinte, hein, c'est un peu comme. Là, on est un peu dans les équipes où les résultats sont en demi-teinte, mais voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la Pinarello. La NSN Cycling Team est 16e. Alors pareil, hein, est-ce que la Pinarello Q36.5 mériterait d'être devant ou pas voilà, j'ai hésité pour ces deux-là. Puis après, je me suis dit que ça valait pas le coup de se faire chier pour la 16 et la 17e place. J'ai mis la NSN devant parce qu'il y avait un peu plus de régularité dans les résultats. Que Yann Hirt était quand même devant en général et qu'il avait quand même. Il s'était montré, Yann Hirt. Pour moi, c'est un des petits plus de l'équipe, même s'il a déjà mieux fait en classement général sur le Giro. Avec la Soudal, il avait fait top 10. Alors, ne me demandez pas si c'est 2024 ou 2023. Il me semble que c'est 2024, mais je ne saurais l'assurer. Derrière, il y a Vernon et Strong qui ont tapé des top 10 sur les sprints et les sprints un peu fatigués. Vernon qui termine pas, hein, mais qui fait quand même un petit podium d'étape. Il me semble que c'était en début de Giro. Ma déception pour moi, c'est Alessandro Pinarello.
Il m'a pas mal ébloui, Alessandro Pinarello, sur le Haut Grand Camino cette année, qui est une course espagnole un peu de moindre catégorie que Adam Yates a remporté cette année. Il a fini sur le podium, et du coup je me suis dit, ah, pourquoi pas Pinarello, essayer de jouer un classement, ou aller s'amuser sur les étapes de montagne. Bah, il a fait ni l'un ni l'autre, quoi. Il s'est échappé une fois ou deux, il a fait un top 10, mais c'est un peu ma déception. Je pensais que. Alors, l'équipe annonçait Yann Hirt comme étant le leader au général dès le début, mais je sais pas, je me suis emballé. J'ai vu qu'ils avaient donné le numéro 101 à Pinarello. Je me suis dit, Yann Hirt, c'est un énorme écran de fumée. Et pour pas mettre la pression à Pinarello, mais il a pas fait grand chose. Donc, j'en fais des caisses sur Pinarello, mais en fait, j'en attendais beaucoup. Et j'en attendais peut-être trop, un peu comme Gualdi, je pense, pour la loto. Et derrière, bon bah voilà, Mullen, Nick Schulz, Smith Dion, enfin Dion Smith, pardon, c'est plutôt des équipiers pour les sprinters, donc je suis pas étonné qu'ils aient fait, qu'on les ait pas vus. Euh, mais voilà, c'est pareil que la Pinarello, c'est un peu en demi-teinte, même s'ils ont été un peu plus réguliers. Ma 15e place va vous surprendre, c'est la Bardiani CSF 7 Sabre, qui finit pour moi 15e de mon classement personnel du Giro. Alors c'est peut-être très cher payé, hein, parce que le bilan comptable, c'est pas badingo, hein. Ils ont un podium et deux petits top 10, 4 top 10, pardon. Euh, c'est pas fou d'un point de vue comptable, hein, même d'un point de vue point UCI. On sait que c'est une équipe qui a désespérément besoin de points UCI pour rester dans le top 30 du classement général de l'UCI annuel. Parce que si on est en dehors du top 30, eh ben on ne peut plus être sélectionné pour les grands tours. Et ce genre d'équipe a besoin d'être sélectionné au Giro et d'y participer. Donc d'un point de vue comptable, je l'admets, c'est pas dingo. Après, c'est une pro team. Il faut pas être trop sévère avec les pro teams. Les attentes sont beaucoup moins élevées pour les pro teams que pour les équipes dont on a déjà parlé en dessous. Alors vous allez me dire, Pinarello c'est une pro team aussi, mais Pinarello c'est quand même une pro team d'envergure supérieure. C'est presque niveau World Tour la Pinarello. En dessous, c'est quand même des équipes qui sont tous plus fortes que la Bardiani. Et pourtant, la Bardiani elle s'en sort parfois un peu mieux que certaines d'entre elles. Mais au-delà de ça, enfin, je les ai mis à 15e pour saluer les performances inépuisables de Manuel Tarozzi et Martin Marcellucci, qui sont des attaquants infatigables. Manuel Tarozzi remporte d'ailleurs le prix des sprints intermédiaires. Et Martin Marcellucci remporte un petit prix aussi. Je n'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais au Giro, ils en distribuent toujours 36. J'ai l'impression que tous les coureurs ils passent sur le podium. Je crois qu'ils remportent le prix du Fanta Giro. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas comment on remporte ce classement, mais en tout cas, il l'a remporté. Il est monté sur le podium à Rome aujourd'hui. Euh, mais c'est pas pour ça que je les mets 15e, c'est vraiment pour leur combativité. Ils ont beaucoup essayé, alors même si, voilà, j'annonce que j'ai pris la colonne kilomètres Fougas et les kilomètres d'échappée, hein, si vous n'aviez pas compris, j'espère que vous l'avez compris, je vous l'explique que maintenant. Mais c'est les kilomètres que j'ai été récupérés sur Pro Cycling Stats. Or, sur Pro Cycling Stats, on ne voit pas le kilomètre d'échappée que bah, les groupes de chasse ont, ou alors on ne voit pas les tentatives d'échappée. Et je sais que Vincente Rojas, Filippo Magli, même Filippo Turconi, ils ont fait beaucoup de groupes de chasse, ils ont fait beaucoup de tentatives d'échappée. C'est une équipe qui s'est beaucoup montrée, qui a été très offensive. À chaque fois qu'on l'invite sur le Giro, ils sont là, ils animent les courses, même quand c'est chiant. Donc voilà, c'est bien qu'ils soient un petit peu. Alors ils s'en branlent hein, que je les mette 15e, je pense, mais c'est pour moi, voilà, je les mets à cette place-là parce qu'ils ont respecté ce qu'on attendait d'eux. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, quoi. Ce qu'on attendait d'une petite équipe pro. Ils se sont montrés, ils ont été offensifs. Ils ont été payés par un beau podium de Martin Marcelluzzi qui devrait s'acheter un cerveau de temps en temps, mais qui est très sympathique au demeurant. Voilà. Pour moi, c'est une belle 15e place pour Bardiani. Et l'autre pro team arrive juste derrière. Elle a été bien meilleure pour moi, la Team Polti Visite Malta, de par toutes les parts en fait. Déjà, ils ont deux deuxièmes places, avec cette échappée un peu fabuleuse que je n'ai pas pu voir en direct hein, d'ailleurs, où Dversn de l'équipe Uno X pardon, est arrivé premier,
Donc cette échappée fabuleuse où il y avait Mirko Maestri, le meilleur pote de Julien Alaphilippe, et il y avait aussi, si je me trompe pas, Mathia Baïs qui a fait quatrième. Donc voilà, ils ont été offensifs sur un moment où personne n'y croyait, c'était une étape dédiée aux sprinters, et ils arrivent à faire ce coup-là. Donc voilà, en essayant, ils arrivent à gagner des points UCI qui sont très très précieux pour eux, et à faire des beaux résultats. Giovanni Leonardi qui fait sa deuxième place à Rome, devant des Paul Magnier. Le troisième de cette étape, c'était Groenewegen, je crois. Non, il fait quatrième Groenewegen. C'est qui le troisième de cette étape? Penouet? Oui, c'est Penouet, on en a déjà parlé. C'est Penouet. Il y a eu des échappées de tout le monde. D'ailleurs, celui qui a remporté le classement de la Fuga, alors il me semble que c'est Diego Sevilla, hein, malgré mon tableau de statistiques. Pourtant, j'ai revérifié sur Pro Cycling Stats. Ils me mettent Mattia Baïs en premier sur Pro Cycling Stats, mais les kilomètres d'échappée sont sûrement mieux comptés par l'orga du Giro. Donc on va leur faire confiance. Il me semble avoir bien compris que c'était Diego Sevilla qui l'avait remporté. Ou alors je me gourre totalement et je vous laisse me corriger. Mais en tout cas, tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde est sorti en échappée au moins une fois. Sauf Lonardi, mais Lonardi c'est un sprinter et c'est pas son rôle. Tout le monde a essayé. J'ai été hyper impressionné. Enfin superlatif est peut-être un peu excessif. Par Ludovico Crescioli, qui finit que 27e du classement général, mais il ne le visait pas. Il fait 2 top 10 dans des étapes en échappée et franchement, il était vraiment costaud. Moi, en tout cas, je l'ai vu courir là. Je sais plus sur quelle étape, mais il était hyper résistant et il finissait avec les meilleurs dans le groupe, quoi. Donc, vraiment chouette. Petit big up à Andrea Mifsud qui est franco-maltais. Et voilà, donc pour moi, la Polti Visite Malta, c'est un grand, grand oui hein, sur leur Giro. C'est ceux qui ont passé le plus de kilomètres en échappée, c'est ceux qui ont le plus animé les courses. Ils ont fait vraiment la part du job et ils ont été récompensés en termes de points UCI. Je pense que 577 points UCI pour eux, c'est tip top pour un Giro. Faudrait vérifier avec les autres années. Ça peut être une stat intéressante à aller chercher, j'ai pas pensé. De regarder un petit peu ce qu'ils avaient rapporté sur les autres années. À voir à titre de comparaison, savoir s'ils ont le droit d'être contents ou pas. Mais en tout cas, c'était un beau Giro qu'ils nous ont offert. Et j'ai hâte de voir la suite. À noter aussi, avant de passer à autre chose, Diego Sevilla a porté plusieurs jours aussi le maillot Azzurro. Donc voilà, c'était important aussi pour eux d'être visibles avec ce beau maillot distinctif en début de Giro. Donc voilà. Parlons de la Movistar maintenant, qui est 13e de mon classement. Alors peut-être que Polti aurait pu finir devant parce qu'on attendait peut-être un peu plus de la Movistar. Moi personnellement, j'en attendais rien. La Movistar, pourtant elle se pointait avec une équipe intéressante. Mais je trouve qu'ils se sont quand même beaucoup montrés, surtout Ener Rubio, qui est parti beaucoup en échappée, surtout en deuxième, troisième semaine. Pas très bien récompensé, Ener Rubio. Après, il roule pas très très intelligemment, mais je l'ai trouvé quand même vachement costaud. Dommage pour Javier Romo, qui est un coureur que j'aime bien et que j'aurais bien aimé voir performer. Henrik Mas, bon, il revient à la compétition après une longue absence, donc je m'attendais à rien. Il claque une petite deuxième place un peu rigolote où il a voulu sprinter contre Narvaez. Donc ça, c'était un peu marrant à regarder. Il y avait qui m'a intéressé? Lorenzo Milesi, évidemment. Lorenzo Milesi qui a été pour moi le plus impressionnant. Et d'ailleurs, je trouve que ils auraient dû un peu mieux l'utiliser parce qu'il avait une forme éblouissante, moi, Lorenzo Milesi. Moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Et derrière, c'est quand même celui qui rapporte quasiment le plus de points ici. Alors, il y a Rubio qui est 23e au général et du coup qui rapporte un peu plus de points. Mais Milesi d'un point de vue étape, il a été plutôt costaud. Hein, et pourtant, il bossait pour les autres la plupart du temps. Donc Milesi à regarder, à suivre pour les prochaines courses parce qu'il peut être très très intéressant. On a vu un peu du Juan Pedro Lopez en échappée. Il n'a pas été incroyable, mais il a été présent. Luis Aolar, que j'attendais plus. Je pense que je suis un peu déçu de Luis Aolar, parce que je pense qu'il y avait des étapes qui lui convenaient un peu plus, et surtout son équipe a travaillé pour lui, mais ils se sont un peu troués.
à plusieurs reprises. De toute façon, ça c'est une spécialité Movistar, hein, de se trouver. Mais voilà, je m'attendais pas à grand-chose. Ils ont été très acteurs, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'échappées. Si je me trompe pas, c'est l'équipe qui est la deuxième plus échappée. Mais voilà, quand même pas trop trop mal de la part de Movistar, même s'il n'y a pas il y a pas de victoire. À la 12e place, on commence les choses sérieuses selon moi, parce qu'on a quand même un top 10 au général avec la Tudor Pro Cycling Team et Michael Storer qui finit 7ème du classement général. euh, qui est quand même, il faut le dire, très costaud en montagne, parce qu'il finit à chaque fois, alors certes, fin de top 10, mais top 10 à chaque grosse étape de montagne. Il s'est rarement trouvé, Michael Storer. Il a fait sa petite échappée pour essayer de se replacer. Donc, en plutôt bon Giro de Michael Storer, qui l'année dernière, il me semble, finit 10e, donc il s'améliore. Il y a le français Mathis Rondel qui finit aux portes du top 10, le fameux top 11. Bon, moi, Mathis, je le voyais pas spécialement dans le top 10, ou alors 10e. Donc, je suis pas étonné qu'il finisse à cette place. Je trouve qu'il s'est bien accroché. C'est un bon espoir français pour les classements généraux. Je pense qu'il va encore progresser. Donc, c'est une bonne chose. Il est dans une bonne équipe où il n'aura pas trop la pression. Donc, vraiment un bon coureur à suivre. Moi, je le suis depuis l'année dernière déjà, où il a fait de belles performances sur les courses d'une semaine euh, au niveau World Tour, hein, déjà. Donc, ouais, Mathis Rondel, un beau Giro. Les gens se sont un peu emballés quand il était sixième au classement général en première semaine. Bon, je pense qu'il voilà, il est encore jeune. Enfin, ça fait pas longtemps qu'il fait du vélo. Il a commencé un peu sur le tard. Faut pas trop s'enflammer avec ce coureur, mais je pense il peut faire de beaux classements à l'avenir. Peut-être pas gagner des trucs, mais je pense que c'est pas le genre de coureur qui gagne énormément. Mais c'est un coureur, voilà, qui va être régulier. Euh, En dehors de ça, voilà, quelques top 10 de Luca Mozzato. Bon, c'était pas le sprinter phare du Giro. Euh, Il y avait Florian Stork qui a fait quelques petits trucs, dont bah, la meilleure place en fait, maintenant que j'y pense, maintenant que je la vois, c'est moi qui ai fait mon tableau, mais je ne l'ai pas révisé plus que ça, qui fait la meilleure place de l'équipe sur une étape avec une deuxième place. C'était en début de Giro. Il était pas loin d'avoir le maillot rose d'ailleurs, hein. Ça se battait avec Silva et finalement c'est Eulalie qui prend l'échappée pour le prendre. Euh, voilà, après bon, l'équipe se montre un petit peu avec Warbas en échappée. Barta qui a été un soutien pour Rondel et Storer. Ce que je trouve un peu dommage pour cette équipe, bah, c'est que Mathis Rondel et Michael Storer se sont pas trop aidés l'un l'autre. Ça aurait été bien que voilà, ils cèdent peut-être. Alors peut-être que je l'interprète pas bien. Peut-être que Mathis était le garde du corps de Storer à la fin. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Bon, euh, voilà, c'est mon avis, mais ça reste un bon Giro pour la Tudor, je pense. Grâce à ces deux têtes d'affiche qui ont été solides, qu'on a vu souvent voilà, dans les derniers hommes, encore à suivre le groupe des favoris. Ils étaient souvent là, ils étaient souvent deux. Donc c'est un bon Giro de la part de la Tudor. En 11e place de ce classement, on a la première équipe avec une victoire d'étape de ce Giro, l'AEF Education Easy Post, avec cette belle victoire de Michael Valgren en échappée, en costaud. Vraiment belle étape. Alors j'ai pas pu voir la fin de cette étape, mais j'ai vu l'échappée se former, l'échappée se consolider, le petit groupe partir. Malheureusement, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin. J'ai pas pu voir. Après, j'ai vu les récaps, hein, donc la victoire de Michael Valgren qui sort du groupe. Euh, ouais, c'est un bon Giro. Enfin, c'est Michael Valgren hein, qui leur sauve un peu ce Giro parce que derrière, c'est quand même un peu moins régulier que les équipes dont on a déjà parlé. Alors, sauf peut-être Madis Mikkels, qui pour moi est un des sprinteurs les plus réguliers du Giro, avec quand même 5 top 10 sur 5 sprints, je crois, ou peut-être ouais, 5 sprints, hein, il n'y a eu que 5 sprints, parce qu'il y en a un qui a été raté à Milan. Donc Magnier, pour moi, c'est le sprinter le plus régulier. Il est toujours dans le top 10. Il franchit jamais la quatrième place, mais il est toujours là, Madis Mikkels. Il a toujours été
En plus, il se débrouille presque tout seul à chaque fois. Jardy Van Der Lee, qui a fait des échappées, qui a titillé un petit peu Ciccone sur le maillot Azzurro. Voilà, donc c'était pas si mal. Jefferson Cepeda décevant. Je m'attendais à un peu plus de Jefferson Cepeda, mais il s'est un peu écrasé. La bonne surprise de IF, ça a été Markel Bellocchi en début de Giro, où il était pas loin du top 10 du classement général. Bon, il s'est vraiment écroulé par la suite, mais c'est un bon coureur à suivre, je pense, Markel Bellocchi. Dommage d'ailleurs, c'est que James Shaw et Michael Velgren sortent du Giro par la petite porte sans vraie raison, sans vraie justification, juste parce que voilà, ils devaient se préparer pour d'autres courses, que je peux comprendre en vrai. Je ne veux pas leur jeter la pierre pour ça. Je trouve pas ça des plus respectueux, mais je pense qu'il faut pas non plus être trop à cheval sur des principes trop vieille école. Bon, je comprends que ça énerve les gens. Je comprends que ça énerve les gens. J'ai eu moi-même un haussement de sourcil, mais après coup, en y réfléchissant, bon, ok, ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Mais voilà, en dehors de cette victoire d'étape de Michael Valgren, l'AEF aurait été beaucoup plus basse et se serait retrouvé en bas de classement. Heureusement qu'il y a cette victoire d'étape. Et du coup, on va pouvoir passer à l'équipe suivante. En 10e place, j'ai mis la Uno X. La Uno X qui a fait un très très beau Giro selon moi, avec pas mal de régularité sur ses résultats, avec quand même 5 podiums dont une victoire de Frédéric Dversn. Dversn, je sais pas comment la prononcer, je dis n'importe comment. On va l'appeler Fredo. Fredo qui a fait un coup de Trafalgar avec les deux Polti Melta, Mirko Maestri et il me semble que c'était Mattia Baïs, on en a parlé juste avant, et il me semble qu'il y avait c'était Marcellucci, hein, c'était Marcellucci, Marcellucci de la Bardiani. Voilà, donc une belle victoire, un peu controversée avec les déclarations de Max Walscheid, de Tim Tottenberg et de Paul Magnier aussi, il me semble, sur le fait que les motos ont tiré un peu ce groupe. Bon, moi je pense qu'on retiendra pas ça. Je pense qu'on retiendra qu'il y a une ligne dans le palmarès du Fredo sur le Giro, une belle victoire en World Tour. Trop déçu pour Andreas Leknesund à propos de son Giro, hein. Il fait trois deuxième places. Il avait déjà fait une deuxième place, je sais plus quelle année, où il finit huitième du classement général. Il fait une deuxième place derrière un Français, il me semble. Euh, mais ouais, Leknesund, il a été pour moi incroyable. Pour moi, il méritait le prix du combatif du Giro. Il me semble que c'est pas lui qui le reçoit. Si j'ai compris ce qui se passait sur le podium, c'est un peu aberrant celui qui le reçoit, mais pour moi, ça méritait le combatif, peut-être en compétition avec Eulalio. On reparlera de Eulalio évidemment, un peu plus haut dans le classement. En dehors de ces deux coureurs, de Fredo et Leknesund, il y avait un beau début de prestation de Martin Chota, qui vient de la Arkea et qui est passé chez Uno X cette année, qui a fait un beau podium derrière Leknesund, justement. Donc vraiment un bon coureur que j'ai hâte de suivre par la suite. Ma petite déception, c'est Johannes Kulset. Moi, je m'attendais à ce qu'il s'accroche pour un fond de top 10, voire un top 15. Il finit 18e. Au début du Giro, il était pas trop mauvais. Puis, je sais pas, cinquième étape ou sixième étape, il se trouve quelque part, il repart en échappée, il repart, il redevient dans le top 10, puis ensuite il se réeffondre. Le Giro de Kulset, il est un peu difficile à regarder, quoi. C'est méchant ce que je dis, mais je m'attendais en fait à mieux de sa part. Il l'annonçait depuis longtemps qu'il visait un top 10 sur le Giro. Depuis le début de l'année, il l'annonce qu'il travaille pour ça. Et il nous sort ce Giro-là. Il part en échappée assez souvent, mais c'est pas suffisant pour moi. Le Giro de Kulset, il me déçoit un petit peu. Je m'attendais encore une fois peut-être à trop de sa part. Euh, et en dehors de ça, voilà, comme d'habitude, hein, la Uno X, en fait, c'est très solide parce que ils sortent des coureurs d'un peu nulle part et c'est tous des coureurs qui sont moyens bons et qui sont capables de sortir des super étapes. Quand il y en a qui disparaissent à l'image de leur sprinter Blikra
et ben il y en a un qui prend le relais, et c'est Lolland qui a pris le relais pour faire des petits top 10 à la place de Blikra. Ils ont tous mis la main à la pâte, sauf bah, Holter qui a pas pu s'exprimer, mais sinon tous les autres, bah, ils étaient là, quoi. Ils ont tous claqué leur top 10 ou leur victoire ou leur podium, et c'est une équipe qui est super chouette à regarder. Je deviens de plus en plus fan de Uno X. Je la trouve top, cette équipe. Elle a été hyper offensive, avec beaucoup d'échappées. Quand c'était pas des échappées, bah, ils essayaient d'être là pendant les sprints. Voilà, le seul point noir, c'est le classement général, mais ils ont d'autres coureurs de classement général à montrer pour les autres courses. Donc voilà. J'ai parlé un peu longtemps de la Uno X, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup, j'aime voir beaucoup évoluer. C'est l'inverse, j'aime beaucoup voir évoluer. Et puis voilà, ils ont fait quand même un beau Giro. En neuvième place, la Net Company Ineos avec voilà, deux top 10, dont une quatrième place de Heinzmann qui loupe le podium à quelques jours de l'arrivée, et un top 10 de Egan Bernal qui s'est mué en coéquipier pour Heinzmann, et qui l'a bien fait. Pour le coup, je parlais de la Tudor qu'il n'avait pas forcément fait, c'était très visible pour la Net Company Ineos. Egan Bernal qui était très en forme sur cette troisième semaine, Heinzmann qui tirait un peu plus la langue. Bernal, il l'a pas laissé tomber, il est resté avec lui, il l'a tiré du mieux qu'il a pu pour sauver aussi sa quatrième place de Derek G qui potentiellement allait revenir dessus. Donc ce duo-là a super bien marché. Heinzmann a fait un super chrono, il a fini deuxième derrière Philippe Ogana. Philippe Ogana qui est dans cette équipe aussi, hein. Du coup, ils ont fait un doublé sur cette étape. Ghana qui a été un peu discret. En dehors de ce chrono, on s'attendait peut-être à un peu plus d'attaque. Alors il a essayé sur la dernière étape, hein, à Rome, où il a failli faire un numéro. Mais voilà, Ghana malheureusement. Bon, le chrono, évidemment, il était ultra favori, donc je suis pas étonné qu'il ait gagné. Ça reste une victoire. C'est un excellent rouleur, peut-être un des meilleurs du monde. En tout cas, il est sur le podium des meilleurs rouleurs du monde actuel. Euh, mais ouais, je pense que je m'attendais à plus de lui. Même si, voilà, on se dit, il est focus pour le chrono, mais derrière le chrono, il aurait pu y aller un peu plus, quoi. Ou alors, je loupe quelque chose. Et en dehors de ça, bon, Turner un peu décevant. Turner, je le voyais un peu plus briller. Il y avait pas mal d'étapes qui pouvaient lui convenir. Bon, il a eu quand même pas mal de pépins. Et ce que j'ai pas vu, il a été un peu invisible, mais je me rends compte qu'il a fait un pas si mauvais Giro que ça. C'est le Norvégien Embred Svetad Bardsang. Je le prononce sûrement très très mal, on va se contenter de Embret. Bah, il finit 24e du Giro, alors ça a l'air anecdotique comme ça, mais finir 24e en étant troisième coéquipier, c'est pas si mal. Je m'attendais plutôt à un Magnus Sheffield ou un Jack Egg dans ce rôle-là, et finalement il a bien tenu, et pourtant il n'a pas fait d'échappée pour rattraper du temps ou quoi que ce soit. Non, 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 il l'a fait à la pédale. Donc voilà, je voulais juste souligner cette petite performance, mettre un petit projecteur là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même vachement costaud de finir bah, à cette place-là, alors qu'on ne l'a pas vu du tout, quoi. Euh, il a été quand même costaud sur les épreuves de montagne, et il a sûrement été d'une grande aide, bah, pour ces deux leaders, pour qu'ils restent le plus au chaud possible. Donc, belle performance. J'en ai peut-être un peu trop parlé pour la performance, mais voilà. Là, il peut y avoir du débat. On va parler de la Lidl Trek que j'ai mis huitième. Peut-être que certains vont trouver que je suis trop sévère, ou d'autres vont trouver que je suis trop gentil. J'ai du mal à placer la Lidl Trek, mais il faut se rendre compte quand même que d'un point de vue comptable, c'est très très bien. D'un point de vue comptable, ils ont quand même Derek J 5e. Pour moi, c'était inespéré. En début de Giro, Derek J 5e, j'y croyais pas trop. Il faut le dire, il n'était pas en forme. Il avait aucun résultat probant depuis le début de l'année, sauf un top 10 sur le Tour des UAE. Euh, 5e du Giro, Derek J. En plus, au vu de la première semaine dégueulasse qui nous sort, bon, gros diesel, quoi. Encore une fois, je pense qu'on se rend pas compte du Giro de G. C'est pas la première fois qu'il nous fait un beau Giro. L'année dernière, il a fini quatrième. L'année d'avant, ou l'année d'encore avant, je sais plus, il fait des échappées sur échappées. Il fait une Leknesund en mieux, où il fait deuxième de 5 étapes. Donc le Giro, ça lui réussit très très bien.
J'espère qu'il va continuer à y aller si c'est pour nous fournir un spectacle comme ça. Alors même si en jouant le classement général, il est un peu moins spectaculaire, il fournit quand même une performance qui m'impressionne. Maintenant, parlons des deux sujets qui fâchent, Giulio Ciccone et Jonathan Milan. On va commencer par Giulio Ciccone. Il décroche le maillot Azzurro. Il faut le dire, ça a été pénible parce que j'ai rien compris à ce qu'il faisait ce coureur. Jusqu'au blocos, il joue le classement général. Bon, alors le blocos, il arrive chez lui. Donc c'est pour ça qu'il maintient, je pense, le classement général. Mais ensuite, il le lâche complet. Alors qu'au début du Giro, il dit je vais pas jouer le classement général. Mais au début, il le joue. Puis ensuite, il le joue plus. Puis ensuite, il dit je vais faire le maillot Azzurro, mais il laisse les points à Rubio. Et ensuite, il le joue. Enfin bref, j'ai rien compris de ce qu'il a fait. Il a essayé de gagner des étapes. Il a essayé de faire le maillot Azzurro. Il s'est dispersé comme pas possible. Je l'ai senti énervé sur ce Giro, Giulio Ciccone. Alors, il est récompensé quand même de son maillot Azzurro. Donc voilà, c'est mérité. Il a bien travaillé. Je trouve que Derek G et Giulio Ciccone n'ont pas du tout travaillé ensemble. Parfois, ça aurait mérité qu'ils se parlent un petit peu. Alors peut-être qu'ils ne peuvent pas se blairer, ou je sais pas. Peut-être que j'en fais trop. Peut-être que ils devaient faire leur cours chacun de leur côté. Ou ça aurait rien changé. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être pu travailler un peu plus ensemble. J'ai l'impression qu'ils travaillaient pas, qu'ils n'étaient pas dans la même équipe. J'ai l'impression que Giulio Ciccone, il voyait pas les couleurs de Lidl Trek sur Derek G parce qu'il est champion du Canada. Du coup, il s'est dit, il est pas dans son équipe. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris du tout ce qu'ils ont fait. Jonathan Milan, c'était Kata, son Giro, jusqu'à aujourd'hui à Rome où il remporte l'étape. Il a fait toutes les places du podium avant d'y arriver. Il a fait un top 10 en dehors de ces trois podiums, pardon. Max Walscheid qui a fait un beau chrono. Euh, bon, voilà, ça se sauve un petit peu sur la fin, Lidl Trek, mais ça partait pas bien du tout. Ils ont regagné une place dans mon classement avec cette victoire à Rome et le fait que Ineos n'ait pas de victoire, bah, ça joue un petit peu. Et puis il y a ce maillot distinctif. Et ils ont été quand même assez réguliers sur leurs résultats au final. Bon, ils ont rapporté des choses. Mais c'est peut-être qu'on attendait un petit peu mieux de la Lidl Trek, c'est quand même une top équipe. Huitième de ce classement, c'est peut-être un peu bas, mais en fait c'était très confus ce Giro de leur part. Je trouve que le train de Milan, il est terrifiant sur le papier. Gebre en tête, Sobrero, tu mets du Teutenberg, Consoni, Walscheid, puis il y a Milan. C'est un train, il y a six wagons dedans. Il y a six wagons. Il y a personne qui a ça dans le Giro. Il y a personne qui a ça dans n'importe quelle course. Il y a six putains de wagons à son train. Il gagne qu'un sprint. Il gagne qu'un sprint. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas. Et puis voilà les wagons, quoi. Consoni, Walscheid, Teutenberg, mais c'est fou. C'est fou. Et ils n'arrivent pas à battre le petit Magnier. Bon, Magnier, il avait un beau train aussi, mais pas aussi beau que celui-là. Il avait Stuyven qui était incroyable. Et il avait, on en reparlera de toute façon. Et il avait Van Gestel. Mais ouais, un peu décevant les sprints de Milan. Donc il arrive à sauver la mise. Donc c'est un peu clivant, cette équipe Lidl Trek. Je pense que ça, on peut être d'accord. Si on n'est pas d'accord sur le classement, on peut être d'accord sur le fait que la Lidl Trek, c'était clivant. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Euh, je sais pas si leur Giro est beau ou pas. Je l'ai trouvé très stressé, leur Giro. Ils étaient tous très stressés. Peut-être Derek J qui a fait le preuve de plus de calme, mais sinon ils étaient stressés. Très stressés. Et stressants. En septième position, on a la Red Bull Bora Hansgrohe. Alors peut-être que ça joue avec la Lidl Trek et que j'étais très sévère avec la Trek. Ok, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même le podium du classement général de Jane Lay qui pour moi pèse pas mal dans la balance. Jane Lay, moi je l'attendais à ce niveau-là, je l'attendais troisième ou quatrième. Jane Lay. Donc il respecte un petit peu la hiérarchie que je m'étais faite. C'était quand même le troisième homme du Giro. Il finit 4 fois troisième sur les étapes de montagne. Et je pense que ces deux autres top 10, il doit être pas trop loin de la troisième, quatrième ou cinquième place. Derrière, évidemment, il faut qu'on parle de Pellizzari. Malheureusement, c'est la craquante, hein. Moi, je le voyais, je vais pas vous mentir, je le voyais deuxième de ce Giro. Je le voyais deuxième de ce Giro et il a complètement craqué en fin de première semaine.
dans ces eaux-là. Je me rappelle plus exactement quand, mais en tout cas, j'ai vu l'étape où il a craqué. Je comprends pas. Peut-être qu'il en a trop fait pendant l'année. Je veux pas tirer de conclusion moi-même. Je sais pas s'il en a déjà parlé. Il faudra que je m'informe un petit peu là-dessus. Mais ouais, décevant, cette 21e place au classement général. Alors évidemment, une fois qu'il a lâché le haut du classement, il a complètement lâché. Il n'a pas été très utile par la suite. Il a essayé d'être utile. Il a essayé de tirer des relais à Hindley. D'ailleurs, je dis qu'il n'a pas été très utile, mais il a fait un super relais pour prendre cette troisième place à Tim Arensman, où il a roulé comme un dératé quand il était parti en échappée pour retomber sur Jay Hindley et prendre un relais pour que Hindley chope cette troisième place. Donc ça c'est quand même chouette de sa part. Après, Pellizzari, il a toujours été jusqu'alors un super coéquipier, mais on s'attendait pas à ce rôle-là pour lui sur ce Giro. Après, voilà, en dehors de ça, c'était que des coéquipiers hein, derrière. Il y a Vlasov qui fait quelques échappées ou il fait des top 10. Ça n'a jamais été le plus fort de l'échappée. Donc, bon, pas grand-chose à dire sur Vlasov. Je pense qu'il a fait son job d'équipier derrière, comme il a pu, sans trop se forcer, à la Vlasov. Nico Dens, je m'attendais à ce qu'il aille un peu plus en échappée, mais je pense qu'il n'a pas forcément eu les clés pour y aller. Derrière, voilà, ça reste quand même un beau Giro de leur part, même s'ils n'ont pas été hyper acteurs. Ça, c'est ce que je leur reproche le plus, je pense. C'est qu'ils n'ont pas été très très acteurs. Ils ont fait que suivre les coups. Jamais vu trop Hindley placer des attaques. Ou Pellizzari au début, peut-être un peu, mais ouais. C'est peut-être que Lidl Trek est devant, en effet. Peut-être maintenant que j'y pense, maintenant que j'y réfléchis un peu plus, peut-être que c'est l'inverse. Mais on va rester là-dessus. C'est le classement que je me suis fait en premier lieu, donc on va rester là-dessus. De toute façon, j'ai pas changé mes visuels. Voilà, c'est quand même une troisième place au classement général du Giro. Je pense que c'est pas mésestimé. En numéro 6, on retrouve l'étonnante XDS Astana et ses 3 victoires d'étape, dont la très surprenante victoire d'étape de Davide Ballerini, qui n'avait pas gagné depuis le Tour de Turquie cette année, mais avant ça, c'était 2023, il me semble, ou alors 2022. 2022 sur la Coppa Benoci. Bon, une petite étape en Pro Tour. Mais Ballerini, alors il gagne sur un sprint où il y a pas mal de chutes, où il y a pas mal de prétendants qui sont out. Donc c'est un peu surprenant, mais il y a des circonstances quoi. Mais ça n'enlève pas cette victoire obtenue par la Astana. Guillermo Silva, ça c'est un grand oui. Il a été incroyable sur ce Giro. Cette victoire d'étape au punch. Alors moi, je l'attendais quand même, Guilherme Silva, peut-être pas pour une victoire d'étape, mais pour des beaux résultats. C'est un coureur qui fait des belles performances là depuis le début de cette année en puncher sprinter. Donc je suis très content qu'il se révèle au grand jour, au grand public et qu'il ait une victoire World Tour de cet acabit. Et derrière, il s'arrête pas là, quoi. Il lâche rien, il fait des top 10, il fait 2 podiums derrière. Vraiment très très bon. Il porte le maillot rose aussi pendant un jour. Je m'avancerai à dire que c'est le premier Uruguayen à le faire. Je ne l'ai pas vérifié cette stat, mais je pense que je prends pas trop de risques à la dire. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Bon, Lucelli, un peu décevant, le sprinter de la Astana. À noter qu'il est lanterne rouge de ce Giro. Mais du coup, il a beaucoup souffert, ça veut dire. J'ai bien aimé aussi les performances de Diego Ulissi, qui a été quand même relativement solide malgré son grand âge. Et puis, comme d'habitude, voilà, Alberto Bettiol, qui a son petit éclair il se souvient qu'il est cycliste et puis il nous tape une incroyable victoire. Bettiol, c'est ça, c'est une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il se dit, ouais tiens, j'ai des jambes de feu, c'est parti, je vais montrer qui est Alberto Bettiol. Ce gars, il gagne pas souvent, mais quand il en gagne, bordel, il faut se rappeler que Bettiol, il a gagné un monument, ce gars. Il a gagné le Tour des Flandres un jour. Mais il est fantastique, ce coureur. Il est indescriptible. Une fois par an, voilà, on le verra plus de l'année, hein, c'est fini, hein. Mais une fois par an, il va
il va se dire, ah bah celle-là elle est jolie, allez, je me réveille, je me sors les doigts du fiac et puis j'y vais quoi. Donc ok, ok Pétiole, fonce. C'était très bien, c'était très bien. Dommage pour Leknesund, hein, parce qu'il a encore, du coup il a mis la misère à ce pauvre Andras Leknesund, hein, que j'ai déjà dit, mais j'ai adoré sa performance. Grosse déception. Harold Martin Lopez. Alors personne ne l'attendait à part moi, je pense. Je pense que vous l'avez constaté depuis le début, je suis déçu pour des coureurs un peu random. Peut-être que vous pensez ça de moi. Pour moi, c'est un bon grimpeur, l'équatorien, là. Il pouvait prétendre à aller en allant en échappée, en résistant un petit peu à un top 20, top 15 général, même s'il ne le jouait pas. On est loin du compte, il fait quasiment pas d'échappée, ou il en fait pas du tout d'après Pro Cycling Stats, il en fait pas en tout cas, et il me semble pas l'avoir vu dans des tentatives ou quoi que ce soit. C'est un peu faiblard, je m'attendais à bien mieux de Harold Martin Lopez. Donc voilà, c'est un petit coureur, mais il avait la liberté, hein, il n'y a pas de coureur de classement général, il y a un sprinter, mais il n'est pas dans le train de ce sprinter-là, ou alors c'est un très très mauvais choix au vu de sa carrure. Donc je pense qu'il avait la liberté de faire quelque chose et il n'a pas eu les jambes de le faire. Donc dommage, dommage pour Harold Martin Lopez, pardon. Mais sinon, pour en revenir à Astana en général, le Giro est très très bon. Euh, malgré bah, la disparition précoce de Christian Scaroni. Quand je dis disparition, je parle de son abandon. Et avant de partir, il claque quand même quelques top 10, hein, en 14 étapes, il fait 4 fois top 10 en dehors du podium à chaque fois. Scaroni qui est toujours assez impressionnant, au four et au moulin. Donc, ouais, non, Scaroni, dommage qu'il se soit arrêté là parce que je pense qu'il aurait pu en claquer une si s'il était resté. Il aurait pu concurrencer Narvaez peut-être, et la flopée de victoires qu'il a eu. On va en reparler de toute façon, Narvaez, vous en doutez. Donc, ouais, c'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de ce Giro parce que bah, Scaroni, le Giro, ça commence à être une belle histoire d'amour, mais dommage qu'elle se soit arrêtée si vite, quoi. Mais en règle générale, Astana, voilà, sixième de ce classement. Au vu de l'équipe qu'ils affichaient, c'était pas gagné qu'ils finissent sixième de mon classement perso. Donc, bah, chapeau, c'est un beau Giro de leur part et très très étonnant. Et j'ai hâte de voir la suite, notamment concernant Guillermo Silva. En cinquième, j'ai mis la Bahrain Victorious et j'ai adoré ce qu'ils nous ont proposé sur ce Giro. Pour moi, c'est peut-être mon équipe préférée sur ce Giro. Alors c'est bizarre parce que la Bahreïn, bah, c'est un peu sulfureux comme équipe. On pourrait se dire que c'est un peu louche comme équipe, mais là sur ce Giro, j'ai vraiment aimé ce qu'ils nous ont proposé. Euh, on va parler en premier lieu de Alex Egart. Sa victoire, elle est incroyable. Ce coureur, je commence à tomber amoureux de lui en fait. Euh, Cette victoire en sortant coup du kilomètre, sauf qu'il sort à 3 kilomètres là, il fait 3 kilomètres tout seul, devant tout le monde, devant tous les punchers. Incroyable. Franchement, il l'a déjà fait à plusieurs reprises de faire ce genre de truc où ça marche pas. Il réessaye le lendemain, ça marche. Il est incroyable ce coureur. J'adore. Il monte très très haut dans mon classement personnel de mes coureurs préférés. Il faudra peut-être que je sorte un jour, mais cette liste n'est pas fixe. Elle change très vite. Mais ouais, Segart, gros coup de cœur pour ce coureur. Alors ça date d'avant le Giro, ce coup de cœur, et il fait que se confirmer, quoi. Vraiment, vraiment tip top. Faut qu'on parle maintenant de Afonso Elalio avec son épopée avec le maillot rose. Cette deuxième place, victoire d'étape de Igor Arieta et lui qui arrive deuxième, alors que Arieta il est tombé. Ensuite Elalio il est tombé. Ensuite Arieta le rattrape. Il se gourde de chemin Arieta. Elalio il continue. Il se fait rattraper parce qu'il a plus de jambes. Ce sprint de mort. Cette étape déjà elle est folle. Elle est complètement folle. Et je suis trop triste pour Elalio qui gagne pas, mais derrière, il nous fait une zinzinade à maintenir Vingegaard le plus longtemps possible en dehors de ce maillot rose, à rester premier, même après le chrono, il reste premier. Après cette étape de montagne, il bascule et il se maintient avec le maillot blanc, il remporte le maillot blanc à la fin, puis Ganzoli il est derrière tout le temps à essayer de le choper. C'est ouf.
Et il est adorable, ce garçon. Il est vraiment adorable, en fait. Pareil que Segart, en fait. Ces deux coureurs, ils sont montés très très haut dans mon cœur. J'ai vraiment trop aimé. Dernier Giro de Damiano Caruso, qui finit encore une fois dans le top 10. Ce mec est infatigable sur le Giro. C'est un autre homme. Et il a été un papa pour Afonso Lalio. Il l'a bien maintenu. Il a bien maintenu, il a bien aidé, il a été là à l'expérience. C'était vraiment un beau Giro de Caruso. Alors c'est lui qui récupère, si je me trompe pas, le prix de la combativité. Bon, je trouve que c'est pas à lui que j'aurais pensé. C'est pas à lui que j'aurais pensé pour le prix de la combativité. Il a été combatif, hein, comme beaucoup de coureurs de ce Giro, mais c'est pas du tout à lui que je pensais. Et cette équipe, il faut quand même noter qu'ils ont perdu Buitrago, qui était normalement leur carte principale pour ce Giro. Et ils l'ont perdu très très tôt. Et malgré ça, ils finissent cinquième de ce classement. Euh, et ça, il faut le noter. Et ils ont été quand même vachement costauds. Il y a aussi Zambanini qui a fait quelques petites performances. Je m'attendais un petit peu à plus, mais je pense qu'il était au charbon pour Lalio et Caruso. Donc il n'a pas pu s'exprimer autant qu'il le voulait, je pense. Euh, Parce que c'est aussi un coureur que j'apprécie, Zambanini. J'aime bien son profil de puncher rapide, là. Où il finit d'ailleurs deuxième derrière Paul Magnier, hein, si je me trompe pas, Zambanini, hein, sur un sprint, quoi. Un sprint fatigué, certes, mais un sprint qui était dédié normalement au puncher, où ça s'est pas passé comme prévu. Mais ouais, très très beau Giro de la part de la Bahreïn. J'ai adoré Eulalia, j'ai adoré Segart, j'ai plutôt bien aimé Damiano Caruso. Donc l'affect, je pense, joue beaucoup sur leur classement. Mais je pense que les quatre du dessus sont un peu indétrônables pour moi au vu de ce qu'ils ont vraiment rapporté. De ce qu'ils ont vraiment rapporté, je pense que c'est compliqué d'aller au-dessus. Et je pense que voilà, c'est quand même une très très belle performance. Et j'ai hâte de voir la suite pour Eulalio et Segart. Pour la quatrième place, on a UAE Team Emirates XRG avec ses 4 victoires d'étape, dont 3 de Jonathan Narvaez, qui a été injouable sur les étapes où il était en échappée. Et Igor Arieta qui remporte cette étape face à Afonso Elalio, hein, qui restera gravé dans ma mémoire et qui restera acteur Arieta. Il me semble que c'est lui qui remporte le trophée du kilomètre Red Bull aussi. Bon, je n'ai pas suivi du tout hein, ce truc de kilomètre Red Bull, honnêtement, je trouve qu'il avait aucun intérêt. Jamais il a été utile pour les classements généraux, pour les joueurs du classement généraux de le jouer. Il n'a quasiment pas été joué par les joueurs du classement généraux. Ouais, j'ai vraiment pas trouvé ça très très intéressant. N'empêche qu'il le remporte, il remporte une petite prime. Il finit 19e du classement général, ce qui montre quand même qu'il a été, sans le jouer, hein, donc ce qui montre quand même qu'il a été relativement costaud, le Igor Arieta. C'est quand même un coup de chapeau hein, pour UAE, parce qu'ils perdent Adam Yates, Marc Soler et Jevine très très tôt. Ils ont le temps de rien faire, ces trois coureurs, alors que je pense bah, que c'était leurs trois plus fortes cartes dans cette équipe. Alors peut-être pas, bon, j'exagère un peu, mais à minima, Adam Yates et Jevine, c'était leurs deux plus fortes cartes. Moi, j'attendais beaucoup de Jevine. Je me disais, il va claquer des étapes, ou alors il va s'essayer au général, ou alors il va titiller Ghana sur le chrono, ou il va chercher le Hatsuro. Jevine, j'attendais énormément. Adam Yates, je me suis dit, bon, bah, il va jouer, je sais pas, un top 5, un top 10 du général. S'il n'y arrive pas, il ira claquer une étape peut-être. Ok. Au final, ils perdent ces deux-là. Ils perdent Marc Soler aussi, qui est un très très bon chasseur d'étapes. Euh, et ils se retrouvent un peu démunis à 5 coureurs. Bon, bah, ils se démontent pas. Ils partent en échappée, tous, sauf Morgado, que j'ai trouvé un peu triste, un peu à la ramasse sur ce Giro. Peut-être que les courses de 3 semaines, c'est pas son truc à ce garçon, tout simplement. À voir, il y a peut-être une explication. Morgado décevant. Morgado décevant. Yann Christen décevant aussi. Il n'a pas été si costaud que ça malgré son beau début de saison. Mais Arieta, Bjerg et Narvaez, à eux trois, ils ont été une équipe quoi. Ces trois-là, ils ont été
ils ont été très 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 costauds tout du long et 4 victoires d'étape à eux 3, enfin à eux deux, hein, mais Birg a fait partie de ce travail, notamment pour une victoire de Narvaez, donc je l'inclus dedans. Ça a été une victoire d'équipe celle-là. Donc avec ce pauvre Leknesund encore une fois, mais de voir à quel point ils ont pu performer avec cette infériorité numérique, mais c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Elle est un peu trop dominante cette équipe, mais voilà, force est de constater que bah, ils sont tellement forts que même à 3-4, bah, ils arrivent à choper 4 victoires d'étape sur ce Giro. Donc je pouvais pas les mettre en dessous que de la quatrième place. C'était pas pensable. En troisième position, c'est la Decathlon CMA CMG. Donc je les ai mis troisième, mais ils auraient bien pu finir quatrième à la place de UAE. Là, franchement, entre les deux, ça se vaut. Mais je pense que Félix Gall a été vraiment le deuxième homme fort de ce Giro. Il a fait 5 fois deuxième derrière Jonas Vingegaard ou Vingegaard. Donc, je voulais quand même récompenser, même s'il s'en tape, hein, comme je le dis, bah, sa performance. Puis c'est le premier podium de Félix Gall. Moi, je le voyais troisième, quatrième, derrière Giulio Pellizzari. Un peu au même niveau que Jay Hindley. Finalement, il était bien plus fort que Jay Hindley. Il n'a jamais été battu par lui, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, c'est vraiment une très très solide performance de Gall avec un énorme Gregor Mühlberger. Gregor Mühlberger et Callum Scottson aussi, qui ont été tous les deux super costauds. Mais Mühlberger, waouh, je ne l'ai pas vu aussi fort depuis super longtemps. Il finit 15e en jouant les équipiers, alors que voilà, sur le Tour de France de l'année dernière, il finit 18e du Tour de France. Bon, il se met un peu tard à s'accrocher au classement général parce qu'il y a ses leaders. Évidemment, Mühlberger, il n'est pas leader au classement général de la Movistar l'année dernière, mais il perd tous ses leaders et il commence à le jouer. Il finit 18e. Bon, le Tour de France, c'est pas le Giro non plus, mais 15e du Giro en étant coéquipier et en se mettant la misère pour protéger son leader, franchement pas mal. J'ai bien aimé sa prestation. Johannes Stonemitted qui a fait son taf. Je suis toujours un peu perplexe de ce coureur, Stonemitted, parce que c'était un gros crack chez les espoirs. Là, il est troisième coéquipier, quoi, mais bon, je m'attends plus trop à grand chose de sa part. Déception de Tobias Lund Andresen, je pense. Il a fait un énorme début de saison. Là, il n'arrive pas à en claquer une. Son meilleur résultat, c'est deuxième. En tout début de Giro, il me semble. Derrière, il n'arrive pas à accrocher de podium. C'est un peu décevant. Mais bon, pourtant, il avait un train qui connaît bien, hein. Ils sont quand même. Enfin, il a un train quand même qui est très très costaud avec Thor Gudmestad qui est son poisson pilote, Rasmus Soberg Pedersen qui est un bon T2, Oliver Nassen très expérimenté qui fait un excellent train et qui fait un excellent travail. Donc, ouais, il avait les cartes en main pour briller et il n'a pas brillé. Donc, un peu déçu de Lund Andresen. Mais voilà, on finit quand même le Giro avec plus de 2000 points UCI pour l'équipe. Ils en ont pas spécialement besoin, mais c'est quand même pas mal. Et puis ce podium de grand tour pour Félix Gall, qui est un coureur que j'adore, l'affecte ça joue. Donc peut-être que c'est ça qui me les fait placer en troisième devant la UAE. Mais je pense que si vous pensez que la UAE est meilleure, avec ses 4 victoires d'étape, je peux l'entendre. Pour moi, le classement général, cette deuxième place, elle a quand même un poids énorme. Donc je les place à cet endroit-là. Je les place à cet endroit-là. Voilà, pour moi, c'est quand même un Giro qui réussit. Malgré, on peut le voir, hein, qu'ils ne sont pas montrés en dehors du classement général et des sprints. C'était pas une équipe offensive du tout dans les échappées. Mais je pense qu'on peut. Enfin, moi, je leur reproche pas trop ça. Ils n'avaient pas une équipe du tout pour faire ça, quoi. Je vois pas qui est-ce qu'ils auraient pu envoyer en échappée. Voir peut-être Scottson ou Stone Mittet, mais et encore, et encore. Ils auraient fait quoi? Pas grand-chose. Donc c'est bien qu'ils soient focalisés sur un seul cheval. C'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient deux chevaux et ils avaient une moitié d'équipe pour l'un, une moitié d'équipe pour l'autre. Et ils se sont focalisés chacun cette moitié d'équipe
voilà, sur leur cheval, et puis c'était très bien comme ça. La deuxième place du classement, c'est la Soudal Quick-Step qui repart avec 3 victoires d'étape de Paul Magnier et le maillot cyclamen sur le jeune français qui a été très constant sur ses sprints, très pertinent, avec un super train d'expérience avec Jasper Stuyven qui s'est pas contenté que de faire ça, hein. Il est parti en échappée aussi, claquer une belle deuxième place et un beau podium. euh, et sur des étapes un peu plus puncher. Ces deux-là, ils ont fait un super duo aussi avec Van Gestel, avec Bastiens et Van Den Bossche. Vraiment chapeau à cette équipe Soudal Quickstep qui a su mener Paul Magnier à ses premières victoires sur Grand Tour. Et il a été très dominant, quoi. Et en face, c'était Jonathan Milan, hein, l'année dernière. Jonathan Milan, ça se tapait avec Tim Merlier pour savoir qui était le meilleur sprinter. Et ben Milan, il en est pas sorti vainqueur de ce duel avec Merlier. Et ben le Magnier, c'est pareil. Pour l'instant, c'est 3-1 en faveur de Magnier, quoi. Voilà, pour le pôle sprint de la Quick Step, tout va bien. Tout va bien. Pour le pôle puncher échappé, belle performance de Rakani sur le niveau puncher. Il a fait des beaux top 10 sur les étapes qui arrivaient en petite bosse. Garofoli qui a fait quand même pas mal d'échappées. Bon, j'adore Garofoli, donc je m'attendais peut-être à un peu mieux, un peu à la Gualdi. Ces deux coureurs qui se ressemblent un petit peu en termes de profil. Peut-être Garofoli un peu plus grimpeur. Mais ouais, je trouve que voilà, Garofoli aurait peut-être pu faire un peu mieux, enfin, ou alors je m'attendais peut-être un peu trop de sa part. Par contre, la grosse déception, c'est Filippo Zana, hein. Filippo Zana, il a un super début de saison. Il fait un top 10 sur le Tour de Under. Il gagne une 2 points italienne avec, euh, avec Garofoli deuxième, il me semble d'ailleurs. Je me rappelle plus de son nom. Peut-être le Tour de Sardaigne. Euh, et je me dis, il est en top forme, Filippo Zana, ça va être trop bien. Il va faire un super Giro. Flop total, quoi. Je le vois pas. Il fait une ou deux échappées et il est largué super tôt. Filippo Zana, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Voir qu'il s'accroche un petit peu pour le général. Sinon, il a déjà fait un top 15 sur le Giro. Donc je savais qu'il pouvait potentiellement faire ça, mais bon, s'il le fait pas, qu'il se concentre sur les étapes, mais c'était pas bon, quoi. C'était pas bon pour Zana. Bon, faut pas trop critiquer la Soudal Quickstep parce qu'ils sont quand même deuxième de ce classement, mais c'est pas grâce à Zana. Je suis déçu de Zana, mais ça vous l'avez compris. Mais ça n'entache en rien la réussite de cette équipe avec un Paul Magnier exceptionnel et et un super Jasper Stuyven qui l'a super bien accompagné et qui a montré qu'il était encore un coureur de top classe. Je pense que la Lidl Trek qu'il avait l'an dernier, Jasper Stuyven, il s'en mord un peu les doigts de l'avoir laissé aux mains de la Soudal Quickstep qui est exceptionnelle en sprint, hein, la Soudal Quickstep depuis toujours. Et laisser un Jasper Stuyven aller dans cette équipe waouh, bon courage maintenant, hein, parce que ça va être très dur. Ça va être très dur de les battre au sprint avec une arme fatale pareille. Donc surtout quand ils ont les bons sprinters derrière, à la Merlier, à la Magnier. Et donc ouais, ça va être chouette, ça va être chouette à suivre. Magnier a dit qu'il se concentrait maintenant sur potentiellement le championnat de France. Alors c'est vallonné, je pense pas que ça lui convienne. Puis en plus, il est un peu lourd là et il s'est vraiment profilé sprint. Donc je pense que ça lui conviendra pas. Je pense pas qu'il ira au tour. Merlier, il est en train de bien revenir, mais laissons le temps à Magnier. Il ira au tour un jour sans aucun doute. Peut-être l'année prochaine. Euh, mais ouais, c'est très chouette. Giro de la part de Paul Magnier, que j'attendais pas, clairement pas à ce niveau-là. Personnellement, je voyais Milan écraser tout. Magnier, ouais, je le voyais peut-être
peut-être deuxième, troisième meilleur sprinter avec Tobias Lund Andresen. Je le voyais pas forcément hyper moins, enfin à peu près du même niveau que Groenewegen aussi, qui a fait un beau début de saison. Je le voyais pas si fort, Magnier. Pour moi, sa saison précédente est très bonne, mais un peu en trompe-l'œil parce que c'était pas avec une concurrence aussi forte que sur ce Giro, où il gagne des étapes autour de Guanchi, autour de Slovénie, et à une autre course, peut-être le Tour de Hongrie ou un truc du genre. Enfin, il remporte beaucoup d'étapes sur 3 tours comme ça. euh, mais derrière, il bat certes des Meus et des plus petits sprinters, mais bon, je pense que c'est un peu un trompe-l'œil. Mais le step de cette année, il me fait mentir. Il me fait dire que la hype qu'il y avait derrière lui, elle est réelle. Et je me rends compte un peu de son talent. Il est costaud. Et il est très très bien accompagné par son équipe. Donc c'est pour ça qu'ils sont à la deuxième place. On termine ce classement sans surprise avec la Team Visma Lease the Bike qui gagne le Maglia Rosa, hein, le maillot rose, le classement général de très très loin, de plus de 5 minutes sur Félix Gall. Donc l'écart est abyssal avec un Jonas Vingegaard qui m'a semblé en gestion. Alors il y a beaucoup de gens en début de Giro qui disaient que Vingegaard il semblait pas au top. Moi je pense qu'il était clairement en gestion et ça se sent là. 5 victoires d'étape sans forcer. Il était juste une jambe au-dessus de tout le monde. À voir ce que ça va donner pour le Tour de France avec Pogacar. Je pense qu'il avait besoin de cette victoire, Jonas Vingegaard. C'est bien qu'il l'ait chopé maintenant. Il est victorieux sur les 3 grands tours, en victoire d'étape et en classement général. Donc ça c'est très très fort. Euh, je pense qu'il a marqué pas mal de points dans la tête de Pogacar. Enfin ça c'est ce que je me dis. Peut-être que Pogacar ça l'impressionne pas du tout. Ce qui est possible aussi. Mais c'est très très fort ce qu'il a fait. Alors c'était un peu chiant, certains vont dire. Moi je vais le dire, moi quand je regarde du vélo, je suis content. Pour moi, il y a pas tant d'étapes ennuyeuses que ça. Alors ouais, c'est chiant de se dire, ben voilà, le Giro a pas commencé, c'est déjà Vingegaard qui gagne. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y avait beaucoup de suspense pour le podium. Il y avait pas mal de suspense aussi entre Narvaez et Magnier pour le Cyclamen. Il y avait pas mal de suspense pour le maillot Azzurro. Et le suspense, ça fait pas tout. Le suspense, ça fait pas tout. Je pense qu'il y a aussi le spectacle. Il y a pas mal de victoires d'étapes qui se sont jouées, qui étaient superbes. La victoire de Arieta face à Eulalio, la victoire de Segart, la victoire de Dversn, de Fredo. Donc la victoire de Sepkus, on va en parler. Donc de Bétiol, enfin les victoires d'étape, franchement, elles ont été super chouettes sur ce Giro. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien aimé certains coureurs aussi, à l'image de Team Rex. Voilà, je pense que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux les têtes de Team Rex qui se donnent à fond pour son équipe via les vlogs aussi de Victor Campenart. Victor Campenart, grand fan de ses petits vlogs sur Instagram. Il est vraiment trop drôle. Et on se rend compte un petit peu des coulisses de la team Visma Lease the Bike, ce qui les rend un peu plus sympathiques. Euh, donc vraiment, ces deux-là, Team Rex, Victor Campenart, ça a été super chouette de les voir courir, même si Campenart, on l'a pas vu tant que ça en échappée, ce qui est un peu regrettable au vu du talent du coureur. Mais bon, voilà, Vingegaard avait besoin de son fidèle lieutenant, ce que je peux comprendre. Voilà, pour moi, ce Giro a pas été ennuyeux. Même si Vingegaard a tué le suspense. Mais tant pis, il y a plein d'autres trucs à regarder. Il y a plein d'autres classements à suivre. Il y avait du suspense pour d'autres trucs. Il n'y a pas que la victoire d'étape. Il n'y a pas que la victoire au classement général à regarder. Je pense que le cyclisme, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc voilà. Parlons un petit peu de Sepkus. Sepkus qui a remporté son étape dans une échappée où il a joué un petit peu en. Ouah, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a ratonné, mais il n'a pas fait plus d'efforts que ça. Il a laissé les autres coureurs s'écharper. Il a laissé Ciccone s'énerver. Ciccone, il est parti. Rubio a fait n'importe quoi. Sepkus les a tous remontés et Derek G a rien pu faire. Et Sepkus, j'adore ce coureur. Il finit son triptyque Tour de France, Vuelta et enfin Giro. Moi, Sepkus, c'est un de mes coureurs préférés. Je suis super content qu'il ait gagné son petit triptyque. J'adore les équipiers, c'est un équipier modèle. Euh,
et j'adore quand ses équipiers ils ont leur chance. En plus, il est super fort. Il a gagné quasiment sans difficulté, Sepkus. Même si à la fin il tire la tronche, ça va devenir une spéciale Visma de tirer la tronche comme ça à la Team Rex. Et vraiment, vraiment un super Giro de sa part, hein, qui finit 13e du classement général à la Sepkus. Je pense qu'il a fini pas mal de fois entre 8 et 15e, le Sepkus. Et puis parlons de Piganzoli aussi, qui fait un beau top 10, qui a été le lieutenant numéro 1 de Vingegaard. Je dirais pas la surprise générale parce que je l'attendais quand même, Piganzoli sur ce Giro. C'est ses premiers résultats probants chez Visma. Et 8e du général, pas loin du maillot blanc, même si au fond de moi je suis quand même content que l'Alliot l'ait gardé. Ça c'est mon avis personnel. Je pense que la Visma Lease the Bike, ils ont suffisamment gagné de trucs. Ils ont le maillot rose, ils ont le classement par équipe, ils ont 6 victoires. Je pense que ça va. Je pense qu'ils vont pas pleurer s'ils n'ont pas le maillot blanc, même si Picanzoli l'aurait mérité, hein. Mais je suis content que l'Alliot ait quelque chose sur ce Giro. Donc ouais, Piganzoli, superbe Giro, très très régulier. Il n'a jamais craqué. Donc le petit duel Pellizzari-Piganzoli reprend. Pellizzari avait pris l'ascendant parce qu'il est arrivé dans une équipe World Tour un an plus tôt. Piganzoli, il revient très très bien là, et il a montré qu'il fallait compter sur lui. Bon, après, à voir si Pellizzari, il n'a pas juste un coup de mou sur ce grand tour parce qu'il en a trop fait pendant l'année, j'en ai déjà parlé. Ne tirons pas de conclusion trop hâtive, mais le duel entre ces deux-là va me hyper, même si je pense qu'il n'y a aucune animosité entre les deux, ils se connaissent très bien. Donc ça va être chouette, ça va être chouette à suivre entre ces deux coureurs. Bart Lehman qui a fait très bien son taf, Timo Kielich aussi. Donc une équipe très soudée, une équipe qui a bien couru ensemble et un maillot rose qui a été sécurisé sans problème aucun, sans difficulté de la part de la Team Visma qui a détruit l'adversité et qui a dominé de la tête et les épaules le Giro d'Italia. Voilà, c'était assez impressionnant et à voir ce que ça va donner sur le tour encore une fois. Voilà, pour conclure, c'était mon classement personnel des équipes de ce Giro. J'essaie de vous parler des coureurs qui m'ont marqué, qui m'ont déçu. Moi, je suis très très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà mon classement final des équipes. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous battez pas, s'il vous plaît. Me tuez pas sur place publique. Je pense pas que je mérite ça. Je parle de ma passion ouvertement avec vous. Et j'ai très très envie de discuter avec d'autres passionnés. Voilà, ça c'est mon avis. J'ai fait mes stats à la main. Mon petit tableau de stats, il est fait à la main là sur un petit tableur Excel. Donc il peut y avoir des erreurs. Pareil, s'il y a des corrections à avoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si ce format vous plaît bien, parce qu'il m'a demandé quand même un petit peu de travail avec mes petites statistiques, mon petit tableau. Mais moi, ça me plaît beaucoup de le faire. Ça m'a beaucoup plu de faire ces tableaux. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. On en refera d'autres. Pour l'instant, je me borne juste à le faire pour vraiment les très grosses courses où il y a quelque chose à dire, comme les grands tours. Je ne sais pas si c'est un format qui sera très intéressant à voir sur des courses d'un jour. Je pense pas. Ou alors il faudra un autre format. Mais peut-être avec d'autres statistiques, hein, si vous avez des idées. Et puis pour les courses d'une semaine, peut-être que c'est un peu trop court. Je trouve que sur les grands tours, ce format-là s'applique bien, mais à voir si vous avez trouvé ça suffisamment digeste. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Pierrot Vélo.